Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play version 2022. Bonne année à tous. On espère une année prospère pour tout le monde. On espère une bonne santé, surtout la bonne santé. On espère que vous gagnerez plein d'argent grâce à des fans de college football comme ça a été le cas pour Valentin, le millionnaire qui a d'ailleurs quitté le podcast pour la peine. Non, je rigole, hein, c'est une blague. On fait des gros bisous à Val qui est en direct de la Nouvelle-Orléans pour le Sugar Bowl, mais qui n'est pas là avec nous, car aujourd'hui, nous avons que des types enfermés chez eux. Déjà, j'ai Ryan Balayette, Ryan en direct du 94. Bonjour Ryan. Bonjour, salut à tous, bonne année tout le monde. Ryan qui, pour une fois, comme vous le voyez, n'est pas agressif comme dans certains de ses tweets. Nous avons notre cher Augustin, le Fighting Irish Augustin, qui a passé un très mauvais réveillon, enfin lendemain de réveillon. Ouais, très très mauvais. Salut à tous, bonne année. Et nous avons notre cher Albert le Gator, notre cher Guillaume qui est en direct d'une terrasse perdue au fin fond du sud du 92. Salut Guigui. Salut tout le monde, bonne année à tous. D'ailleurs, épisode 100% Parigo, hein, ce que je vois, mais bon, on va pas faire les. C'est nous le Grand Paris, Elio. C'est nous le Grand Paris et nous, vous en faites pas, on n'est pas parisiens, on n'est pas accepté par les Parisiens, nous sommes de simples banlieusards. Alors. Exactement. On démarre déjà. Je voulais faire un petit mot parce que 2022 est une nouvelle année. Déjà, au nom du podcast, on vous souhaite encore une fois une excellente année, nos meilleurs vœux. Et surtout, on a remarqué bien qu'il y a de plus en plus de monde, que ce soit sur nos live Twitch, que ce soit au niveau des écoutes, enfin énormément plus de monde, je dirais. Et là, tout à l'heure, on faisait une sorte de petit débriefing. Vous êtes pas mal à nous écouter à travers le monde en réalité. Alors on sait, vous êtes pour la plupart des francophones, on sait qu'il y a quelques personnes de nationalités différentes également. On vous fait des gros bisous, on voulait vraiment vous remercier pour tout ça, pour nous écouter à chaque fois. Et on est un petit peu curieux aussi de savoir, alors si un jour vous arrivez à nous dire d'où vous venez par un simple réseau social, n'hésitez pas, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens notamment du côté de Columbus, hein, dans l'Ohio, là où se trouve Ohio State. On a vu qu'il y avait quelqu'un à Des Moines en Iowa qui nous écoutait pas mal. Bien sûr, Québec, Belgique, Suisse, ça, on en parle même pas parce que vous êtes extrêmement nombreux, ça fait extrêmement plaisir. On a les pays de l'Est, enfin, on a beaucoup d'endroits, l'Afrique du Nord, et ça fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Et nous, on est là pour échanger comme d'habitude. Et pour ceux qui se trouvent aux États-Unis, comment vous nous avez trouvés et voilà. On démarre tout de suite cet épisode qui va parler des playoffs et des bowls du Nouvel An. On va direct rentrer dans le vif du sujet, hein. Il y a 6 bowls au Nouvel An, le Peach Bowl, le Cotton, l'Orange Bowl, le Fiesta Bowl, le Rose Bowl, bien évidemment, et le Sugar Bowl, comme notre Valentin Sugar Daddy, dont 2 de ces bowls qui contenaient les playoffs, hein, le Cotton et l'Orange Bowl. C'est un roulement entre ces bowls pour avoir les playoffs qui se fait tous les 3 ans. On a déjà fait sur nos live Twitch, on a déjà parlé des bowls mineurs, on va pas revenir dessus, sauf sur le fait que Maryland et Oklahoma State sont les 2 équipes du podcast qui ont remporté un bowl cette année. On a fait un petit spoiler d'ailleurs. On passe directement au Peach Bowl qui est situé du côté d'Atlanta dans un stade pas très rempli, un peu comme à l'habitude, hein, en NFL, j'ai envie de dire, du côté de chez les Falcons. Pittsburgh affrontait Michigan State, donc une sorte de derby du Nord. Avec à la clé une victoire 31-21 de Michigan State et de Mel Tucker. Sachant que Pittsburgh menait déjà 14-10 à la mi-temps. Alors Pittsburgh, on en avait parlé, on avait dit que Kenny Pickett n'allait pas jouer, le quarterback star, hein, qui a été un des Heisman contenders cette année. Du côté de Michigan State, on avait aussi l'absence de Kenneth Walker III, le superbe running back, lui aussi Heisman contender. Ça ajoutait un petit peu moins de piment. On avait le remplaçant. Il y en avait même pas du tout, Yo, faut le Il n'y en dire. avait pas du tout. Encore une fois, le stade pas trop rempli. Enfin, voilà. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, c'était la fin du match entre Tennessee et Purdue pour le Music City Bowl. Et littéralement, tout le pays regardait ce match. Donc, ce qui fait que les gens sont arrivés sur le Peach Bowl quand le match avait déjà commencé depuis 20-25 minutes. Donc voilà, ça aussi, ça a encore rajouté moins d'intérêt au bowl. Du côté de Pittsburgh, c'est Nick Patty qui a démarré, qui était un senior, le remplaçant toute la saison de Kenny Pickett. Il s'est blessé rapidement en début de match et il a été remplacé par
le quarterback numéro 3 de l'équipe, Davis Bevel, qui est un sophomore et qui a eu un peu de mal. 207 yards, un touchdown, une interception. Malgré ça, on a quand même Jordan Addison, l'excellent receveur de Pittsburgh, qui lui a gagné le Biletnikoff Award, donc qui prime le meilleur receveur de l'année. Addison, c'est 7 réceptions pour 114 yards. Donc, quand même, pas dégueu du tout quand t'as pas de quarterback, de bon quarterback à disposition, j'ai envie de dire. Tandis Ça montre la qualité du bonhomme. Après, ça, moi, je m'y connais pas clairement. notamment chez les receveurs, mais Guillaume, tu pourras nous éclairer. En général, quand un receveur arrive à maintenir ses stats, c'est soit parce que le plan de jeu fait qu'il peut continuer à performer, ou parce qu'il arrive à créer de la séparation et être assez fort individuellement, intrinsèquement, pour offrir des solutions au quarterback. Bah, ce qui est fort surtout dans son cas, c'est que sans manquer de respect au reste des receveurs de Pitt, lui, il est vraiment au-dessus. Et déjà, quand tu es avec ton QB numéro 1 et que tu as une arme numéro 1 très claire et définie, bah, tu vas avoir tendance à. En général, il y a deux écoles là-dessus. C'est soit tu mets ton cornerback numéro 1 dessus, s'il est suffisamment fort, et tu le dis 1 contre 1 tout le match, et on voit qu'il gagne. Soit, en fait, c'était ce que faisait pas mal à Bill Belichick. Je sais qu'il le faisait énormément en NFL, notamment face aux Steelers à l'époque. À l'époque où Antonio Brown était pas encore totalement détruit au niveau de la caboche. Et il mettait son cornerback numéro 1 sur le receveur numéro 2 et il mettait le corner numéro 2 et un safety qui double teamait le receveur numéro 1. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as ton receveur qui, peu importe la situation dans laquelle tu es, qui arrive à performer déjà avec ton QB1, malgré que tu sais que ton plan de jeu défensif il va s'articuler autour de faux Jared Jordan Addison, c'est fort. Quand tu le fais avec ton quarterback numéro 2 et ton quarterback numéro 3, c'est d'autant plus fort et d'autant plus impressionnant. Et comme tu dis, ça te montre le niveau du bonhomme, quoi. Donc, c'est pas juste Kenny Pickett qui le sublimait, on va dire. C'est vraiment lui qui, intrinsèquement, est un receveur d'exception, on va dire les termes. Et je crois qu'il n'est pas éligible à la draft, si je dis pas de bêtises. Non, Donc, non, il est que sophomore. C'est ça, il se forme mort. Donc, on va le revoir l'année prochaine. On va voir comment ça va se passer pour lui. Mais Avec en fait, Kedon Slovis. Oui, c'est vrai, avec Keldon Slovis en plus, qui, bon, moi je suis un peu mitigé sur Slovis, mais je pense que ça lui suffira pour faire des stats. Et puis, On va ouais, dire c'est ça, très bien, à ça. Pitt comme quarterback. Ouais, un quarterback qui prend peu de risques, qui fait peu d'erreurs, mais du coup, qui fait peu d'erreurs, donc c'est toujours intéressant quand tu es receveur. Mais ouais, non, c'est vraiment impressionnant de la part de Jordan Addison. Comme tu l'as dit, moi-même qui suis receveur à mon petit niveau en France, du coup, j'ai un œil en général un peu plus attentif sur ce poste-là. Mais non, vraiment, Jordan Addison, c'est vraiment un gros nom et j'espère que l'année prochaine, il va pouvoir confirmer ça et ça fera encore un très beau receveur à la draft. Mais je pense que petit teasing comme ça, je pense qu'on va continuer à parler du poste de receveur dans cet épisode. On verra plus tard, mais voilà. En face, on a Michigan State, donc vainqueur, qui a tenu la route quand même tout le match. Encore une fois, ils étaient menés à la mi-temps. On a Peyton Thorne, le quarterback qui a lancé 3 touchdowns, une interception, 354 yards. Il a énormément lancé, je crois, une cinquantaine de lancés, il me semble. Il a Thorne, donc encore une fois, je l'avais dit, c'est un quarterback correct, ni plus ni moins. Il a de la chance d'avoir aussi de bons receveurs, notamment Jalen Naylor qui a eu plus de 100 yards à la réception, Jaden Reed qui a été auteur de 2 touchdowns. Ça s'est vraiment tourné vers la passe ce match parce qu'on sait que Kenneth Walker n'était pas là. Ils ont seulement couru pour 56 yards. Michigan State, je pense que c'est Ça se voit quand il est pas là. bien plus que le minimum qu'ils avaient cette saison. Ça se voit quand il n'est pas là exactement. Mais ce qui vraiment a été un tournant aussi du match, c'est la défense et notamment le linebacker Cole Holliday qui a été auteur de 11 plaquages, mais surtout un pick six ultra important qui a permis à Michigan State de remporter ce match. On se retrouve avec donc Pittsburgh qui termine la saison à 11 victoires pour 3 défaites et Michigan State 11 victoires pour 2 défaites. Belle victoire d'MSU et encore une fois, est-ce que Mel Tucker via ses balls, via ce genre de pas, en tout cas pour sa première saison du côté de Michigan State, va montrer qu'il mérite son salaire, c'est 90 millions sur combien? C'est sur 9 ou 10 ans? Je sais plus. 10, je crois. C'est 9, sur 10 ans. 10 ans? 10 ans. Ok. Et ça comprend Mais les bonus, évidemment. Donc, ouais, ça comprend tous les bonus. Et juste, j'aimerais juste revenir vite fait
moi, en tout cas, enfin, j'avais dit que Pitt ferait une bonne saison. J'avais prédit un 11-1, tout comme ça. Euh, pour être très honnête avec vous, en réécoutant la preview, après, je me suis dit, bon, je suis peut-être quand même un peu optimiste. Et ben non, finalement, ils finissent à 11-3 avec un New York Six Bowl. Donc c'est quand même, malgré la défaite, ça reste quand même une excellente saison pour Pitt, qui a profité aussi de défaillance dans cette conférence de l'ACC, de l'ACC, pardon, ouais. Mais ouais, ça n'enlève pas. Et Michigan State, eux aussi font une très bonne saison à 11-2. Dommage qu'il n'y ait pas eu de championship game, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais ouais, c'est dommage qu'en fait ce match soit passé un peu au second plan parce que c'est quand même deux équipes qui font deux très belles saisons. Mais comme on l'a dit, ça a été handicapé par les opt-out. Et voilà. De darling, on peut dire. Ouais, Ça, exact. vraiment, ouais, de exact. Darling que peu de gens voyaient arriver à ce niveau-là de la saison. Pas du tout, même. Et ouais. Aucun. Enfin, si, moi, du coup, bien, je peux dire, moi, je l'avais dit, tu vois, je peux le dire là. Eh bien, T'as raison de flex. chapeau, attends, chapeau Guigui. Et J'ai mis Guigui, 11h à Florida, faut bien que Guigui. je rêve 3 fois. Quoi. Guigui d'ailleurs, en parlant de ça, vu que Ben Roethlisberger prend sa retraite, Kenny Pickett, quarterback à Pittsburgh, parce qu'il reste à Pitt. Allez, merci, au revoir. C'est fait, c'est dit. Le Cotton Bowl, et là, c'est la première demi-finale des playoffs qui voyait Alabama affronter Cincinnati. Les amis du côté du stade des Dallas Cowboys, Arlington, Texas. J'annonce pas le score, je préfère vous le laisser le dire. Guillaume, Ryan, vous avez parlé de ce match. Alors Ryan, on t'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Vas-y, notre Hulk du 9-4. Hulk bleu, je précise. Absolument pas. Du coup, match un petit peu sans appel, hein, victoire donc d'Alabama 27-6. Gros score qui, si on n'a pas vu le match, pourrait faire penser à une petite fessée déculottée. Dans les faits, ça a été quand même un peu plus compliqué que ça, on va dire. La fessée, elle y est. C'est-à-dire que, à mon sens, Bama n'a pas été inquiété une seule fois dans ce match. Mais dire fessée déculottée, je trouve le terme un petit peu dur pour Cincy. Cincy donc qui faisait une saison invaincue, hein, que tout le monde voulait voir justement accéder à ces playoffs de college football, et a raison parce qu'il le méritait, a donc finalement eu sa place dans ce Cotton Bowl et a eu beaucoup de mal, surtout offensivement. Au niveau de la défense, ils font un match très correct, surtout face à l'armada d'Alabama. Après, comme je vous le dis, Bama ont fait un premier drive exceptionnel, c'est le drive parfait. Rien à dire, ils font une dizaine de courses, 10 courses je crois, avant de lancer leur première passe, et la première passe du match c'est pour marquer le touchdown, et à partir de ce moment là Bama s'est vraiment mis dans un fauteuil. Le premier drive de Cincy laissait entrevoir de bonnes choses quand même. Sur le premier drive de Cincy, l'offense avance pas mal et se retrouve en fait à rater son opportunité de scorer les premiers points du match dans la red zone. C'est un ballon relâché par un receveur de Cincinnati, j'ai plus le numéro. Mais derrière, ça a été un abîme pour cette attaque de Cincy. Ils n'ont pas vu le jour. Ils n'ont vraiment pas vu le jour. Si Guillaume, tu as envie de parler un petit peu de la prestation offensive de Cincy, je pense que tu en parleras bien mieux que moi. Donc, tu le passes maintenant, ok, pardon. Okay. Ouais, je vais en parler maintenant. Moi, en fait, c'est ce que j'avais dit pendant la preview, c'est que pour battre Bama, fallait pas jouer entre les petits bras, dans le sens, fallait pas jouer pour ne pas perdre. Et tu as parlé de ce premier drive, pour moi, ça a été symptomatique de leur attaque. C'est leur troisième tentative, juste avant de taper troisième, quatrième, non, troisième tentative, je crois ils mettent pas un field goal sur ce premier drive. Si, ils mettent un field goal parce qu'ils se retrouvent à fail en fait leur troisième tentative. C'est ça, et en fait, la troisième tentative qu'ils jouent sur une balle typée, ouais. Non, même pas, c'est une screen sur le running back. Et en fait, tu peux pas jouer ça en troisième tentative parce que ça, c'est vraiment, quand j'ai vu l'action se dérouler, je me suis dit, putain, voilà, ils font exactement ce qu'il fallait pas faire, ils jouent pour pas faire d'erreur. Tu peux pas faire un bon drive comme ça. Surtout le premier avec Bama qui marque ton premier drive. Toi, t'arrives à accéder à leur red zone.
Tu peux pas jouer petit bras et jouer une screen. Je crois que c'était en 3ème et 9, un truc comme Non, ça. c'était pas en troisième. La troisième, c'était la balle typée comme dit Gus. Je crois que c'est une balle typée d'ailleurs par Fidarian Matisse, sa première du match. Il type cette balle. En fait, la balle, du coup, se retrouve à être vraiment très très haute. Malgré ça, il y a le receveur de Cincy qui arrive en fait à aller la chercher. Elle lui passe entre les mains. Donc je pense pas que ce soit la troisième tentative. Je dois peut-être pas 3ème tentative, mais moi, pour moi, cette action-là était vraiment. Enfin, je sais qu'elle m'a marqué dans le sens où t'arrives dans les 10 yards, tu peux pas jouer une screen comme ça. En fait, t'envoies le ballon, potentiellement, t'as encore. Allez, imaginons que tu la joues bien, tu t'en sors bien, t'as un blitz d'un linebacker, il te reste encore 6 mecs derrière sur 10 yards pour aller chercher le TD. Tu peux pas faire ça en fait. Pour moi, tu peux pas faire ça. Et faut la jouer. Tu te donnes tellement peu de chance, je trouve, d'aller marquer ce TD, parce que ce qui a été aussi intéressant, ce qui a été aussi la clé du match, ça a été, pour le coup, j'avais vraiment pas pensé, mais ça a été la bagarre, ce qu'on appelle la bagarre des tranchées, donc la O-line contre la D-line. Et en fait, c'est là où on a vraiment vu la limite de Cincy et que les deux équipes ne jouaient vraiment pas dans la même cour. Parce que ce soit des deux côtés du ballon, Alabama a dominé cette guerre des tranchées, mais outrageusement. Juste pour Brian Robinson qui fait le match de sa vie, qui finit à 204 yards dans 26 portées. De ce côté du ballon. De l'autre côté, on l'a dit, Reader qui a été mis sous pression maintes et maintes fois. Le jeu à la course qui n'a pas réussi à forcément bien se développer. J'avais Il a vraiment pas été, pensé. pour la stat, il Ouais. a été saqué 6 fois. Voilà, c'est ça, tu vois. J'avais vraiment pas pensé à ça, mais on a vu que vraiment. Par contre, les DB de tous le jeu à la passe, ils sont quand même bien débrouillés en gardant Bryce Young à 180, à peu près 180 yards. Donc ça, c'est quand même une très belle perf. Sur ça, c'est simple. Encore une fois, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent un petit peu la saison de Cincy aussi pour voir jouer Sauce Gardner. C'est encore une fois, hein, ils ont joué Bama, il n'a pas été target du match, si je dis pas de bêtises, peut-être une ou deux fois, mais vraiment Non, ils l'ont sorti quand ça jouait de la zone ou quoi, mais Gardner, ils l'ont sorti du match, tout simplement. Ils l'ont pas envoyé la balle. Donc ça prouve encore une fois son statut de cornerback, selon moi, numéro 1 à cette prochaine draft. Le mec n'est carrément là, le mec n'est plus visé. Peu importe les matchs, même quand c'est Alabama, qui est une des plus grosses dynasties du foot, Saban voit le mec jouer, se dit, tu sais quoi, tu vois où il est, vise de l'autre côté. Ouais, c'est ça, parce que même, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément de match-up entre Williams et Gardner, tu vois. Non, je te dis, Gardner, on l'a quasiment pas vu du match. On l'a vu surtout sur le run support où il a aidé, mais ils sont vraiment débrouillés pour foutre on va dire, limite un decoy sur Gardner et les mettre jouer à 10. Ils jouent à 10 en sachant pertinemment que le mec qui est sur Gardner, fais ta vie, fais ce que tu veux, tu n'auras pas la balle de toute façon. Tu seras pas visé. Donc, mais ça n'a pas empêché Bryce Young d'être bon à la conclusion avec quand même 3 touchdowns lancés. Ah oui, non, c'est clair. Hein. C'est pas pareil. Bryce Young, il a fait du Bryce Young. Hein. C'est chirurgical, c'est précis, ça fait pas d'erreur. Enfin, ça fait pas d'erreur. Il a aussi une inter. Allez. Sa capacité justement à chercher les interzones et tout, parce que même. C'est ça. Et il a une capacité de pré-snap. En fait, c'est moi ce qui me choque chez lui, c'est parce qu'il est quoi, il est redshirt il est redshirt freshman ou sophomore, ça dépend comment on veut le dire avec l'année Covid. Mais c'était sa première année titu. T'as l'impression de voir un vétéran en fait, genre juste pré-snap, t'as l'impression de voir un vétéran. T'as l'impression que le mec, ça fait 4 piges qui est starter en college football et il n'y a rien qui le met, qui le met dans le doute ou il est toujours calme, il sait toujours il sait toujours où est-ce que la balle va arriver, il sait toujours quelle défense il y a en face et c'est vraiment impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça en début de saison de sa part. Et encore une fois, tu vois, c'est moi ce qui me fout en l'air avec Bama, c'est qu'on a passé toute la off-season à dire s'il y a une année où Bama est prenable, c'est cette année. Bah tiens, on en est à 13-1 les copains et c'est vrai. Et en plus, quand tu les vois jouer, c'est vrai. Il y a des fissures dans mais pas énorme, hein. C'est des fissurettes, hein. C'est des trucs, qui font pas peur. Hein.
Si t'as ça dans ton tu mur, vois. tu restes serein, tu vois. Bah, C'est- nous oui, en tant que nos programmes, oui. En tant que Bama, je suis désolé, il y a des trucs sur cette saison où, quand on dit qu'ils sont prenables, ils le sont. Ils le sont clairement, tu vois. Ouais, mais ils n'ont pas Oui, mais été ils le sont pris. sur le référentiel de Bama, Oui. en fait. Sur le référentiel college football, c'est incroyable. Ah, mais Et- bien sûr, là, demain, vous Je tous, comprends très bien ce que tu me dis. Tu vois, je suis je pas comprends très fou, bien. hein. Vous tous, là, je vous dis demain, ouais, claquez des doigts, vous avez l'effectif de Bama. Nous tous, on le prend, l'effectif de Bama. Ah Mais oui, le non, mais c'est fait est clair. que quand tu regardes toute l'hégémonie d'Alabama sur ces 5-10 dernières années, cette année, c'était une année où, justement, s'il y avait moyen de les faire tomber, c'était là, tu vois. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais enfin, moi, je trouve ça vraiment impressionnant, enfin, tout ce Ça, c'est principe-là, où ça, se c'est clair. dire que l'année où ils sont, entre guillemets, le plus prenables, et ça reste injouable, en fait. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que, tu sais, on a beau dire, on en a vu des dynasties qui s'arrêtaient parce qu'il y a un moment, il y avait, j'en sais rien, moins d'envie, une petite baisse de régime, une petite baisse de qualité. Et en fait, dès que tu as l'impression que Alabama, il y a une baisse de qualité, que ça perd un peu, tu as des mecs qui sortent de, entre guillemets, de nulle part. Ça reste des 4 ou des 5 étoiles, donc ça sort pas de nulle part. Mais c'est des mecs qui n'ont pas d'expérience college football, qui te sortent D'ailleurs, des saisons tu all-time. as raison de mentionner ça, Guillaume, parce que 5 true freshmen à Bama ont joué hier, ont été très bons. À Mais Dallas commencer, Turner, le match de Dallas Turner. voilà, le DN Dallas Turner qui a été excellent, qui est un true freshman, hein, donc il a 18 ans. Moi j'ai 20 ans, il a 2 ans de moins que moi, rien que d'y penser, ça me fait mal au cul. Il y a aussi JC Latam, Ouais. un offensive tackle qui a joué garde, qui a Et été Oui, très très bon, qui a un petit peu sauvé la O-line. qui était le meilleur tackle ouais. de sa QV, hein, Et lycéenne d'ailleurs. qui a sauvé le côté droit de la O-line, parce que ça, je pense pas, on va pas en parler, mais le tackle droit de Bama a été On pas y bon sur ce reviendra. match. On y reviendra parce que Tu c'est une rajoutes, catastrophe. tu rajoutes à ça Ja'Cory Brooks, un receveur aussi 5 étoiles de la classe 2021, et tu dois sûrement avoir un ou deux autres freshmen qui ont fait des vrais stats. Mais bref, voilà. Bama, c'est le passé, c'est le présent, mais c'est surtout le futur. C'est ça, ils ont une capacité à se renouveler qui est vraiment impressionnante. C'était bon, alors victoire logique quand même de Bama. On en avait parlé sur live Twitch. On avait dit que c'était pas une catastrophe pour Cincinnati. Finalement, on sait qu'offensivement ils ont un peu peiné, mais c'est vrai que défensivement ils ont quand même été plutôt bons, hein. Ils ont mis C'est ça, ils ont tu mis vois. Bama dans le doute de temps en temps, hein, clairement. Quand je disais au début du match que le score n'était pas réellement représentatif, c'est aussi là-dessus. Il y a aussi la stat de Brian Robinson, tu vois, les 204 yards pour 26 portées de Brian Robinson. Tu te dis, ah ouais, la défense s'est fait rouler sur la gueule. Bah finalement, pas tant que ça. Le vrai problème, c'est que, en fait, à chaque fois, l'offense de Cincy rentrait sur le terrain et c'était 1-2-3 punt, la défense re-rentrait. 1-2-3 punt, la défense re-rentrait. 1-2-3 punt, la défense re-rentrait. Donc, tu sais, au bout d'un moment, la défense, elle commence à tirer la langue, ça commence à devenir très compliqué, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une fiche de stats aussi grosse, mais en vrai, la défense fait vraiment pas un mauvais match. Moi, ce que je voulais de ce match, c'est que Cincinnati, entre guillemets, ne se fasse pas écraser, rouler dessus et qu'on puisse dire ah bah c'est pour ça, tu vois, qu'au final, on leur a refusé les playoffs l'année dernière. Bah, malgré le score, ils ont quand même montré de très belles choses, je trouve. Et ça augure de belles choses pour la suite, et notamment pour les fameux playoffs à 12 qui font débat dans le podcast. Mais ça montre que aussi des équipes du groupe of 5 peuvent se frotter déjà à l'heure actuelle avec les différences de recrutement. Et moi, je pense que le playoff à 12 peut équilibrer légèrement ce recrutement-là et faire venir des gros joueurs dans des équipes du playoff 5 parce qu'il y aura la perspective des playoffs quasiment assurée. Et je trouve que ça augure de très belles choses pour la suite. Et ça me fait plaisir pour le coup. Et un bilan de 13-1 qui donc donne une première défaite à Cincinnati, leur deuxième en 2 ans. Ce qui veut dire que dans cette saison folle, il n'y a aucune équipe invaincue. Et Incroyable. première fois depuis 2016. On passe tout de suite à l'autre demi-finale, à l'Orange Bowl, qui se trouvait du côté de l'Hard Rock Stadium de Miami. Georgia, messieurs, affrontait Michigan. Alors, on s'est demandé comment allait être ce match. On s'est dit que il y allait peut-être y avoir justement moins d'actions offensives et plus de belles défenses que ce Bama Cincinnati. Bah, finalement, ça a été un petit peu l'inverse. Georgia, clairement, hein, on en avait parlé en live,
a créé une sorte de blowout. Alors, ils remportent ce match 34-11. Les points de Michigan sont vraiment marqués en fin de match. En dehors de ça, c'est Georgia qui domine sans aucun problème. Déjà avec une défense assez incroyable. Je vais lâcher un petit peu les stats. Ensuite, on va pouvoir discuter de ce match. Mais on a eu un Akobidin, le linebacker, qui a été extrêmement féroce. 7 plaquages, 2 plaquages pour perte, un sac, un fumble forcé. Il était sur tout. Tout. On a eu aussi... je sais pas comment dire, mais la défense de Georgia, elle a carrément annihilé l'attaque de Michigan. Michigan, ils ont rien vu en fait. Cade McNamara, je crois qu'il se fait intercepter 2 fois, il fait peu de passes. Il se fait saquer 4 fois aussi. 4 fois, le jeu à la passe, il était inexistant. Ils ont essayé de faire de la course. On sait que ça a été la grosse force cette année de Michigan, notamment avec la paire Haskins-Corum. Pareil, la course a été totalement stoppée. Alors, je crois que c'est Ryan qui avait fait la remarque, pourtant ils étaient plutôt bons. Les stats montrent que Blake Corum et Haskins faisaient respectivement 3,3 yards par portée et Haskins du coup 4,3 pardon. Donc voilà, la question que ça a un petit peu posé Ryan, c'était de savoir pourquoi ils avaient lâché sitôt le jeu à la course, n'est-ce pas? Ouais, exactement, parce que je trouve que très rapidement en fait, donc ça je pense que Elio va attraper la perche à deux mains pour parler du coaching de Michigan, mais en fait, Oh oui. tu sais un petit peu en arrivant dans ce match que ça va être compliqué pour toi, offensivement. Tu le sais, en face de toi, tu as une défense élite, tu as une défense même all-time en face de toi, donc tu sais que ça va être compliqué. Tu sais que ta force et tes playmakers, c'est tes 2 running backs. Pourquoi dès que tu commences à avoir un petit peu la tête sous l'eau, tu lâches complètement le jeu au sol? C'est ta force. Je sais plus, là j'ai plus les stats en tête, mais je crois que Haskins fait à peine une dizaine de portées dans le match et Corum Il en fait 9. Corum en fait 3. Oh, Et putain, le freshman, ils ont fait jouer le freshman Donovan Edwards, qui est un 5 étoiles, du coup la QV 2021, et lui il a fait 4 portées. tu vois, c'est Et, ça ta force. attends, je précise vite fait, ça dépasse jamais les 40 yards pour les 3 running backs. Hein. Ouais, 39, 16 et 10. ça dépasse jamais les 40 yards, mais en fait, quand tu commences à regarder un petit peu plus sérieusement dans les stats, bah, tu vois que tes running backs font des stats tout à fait correctes, par portée, tu vois. Pourquoi te mettre autant dans... Tout de suite, ça a été la panique, et on a vu l'offense de Michigan s'orienter sur un jeu vraiment orienté à la passe, et derrière, en plus de ça, tu vois que tes receveurs sont pas bons. C'est pas un bon soir pour les receveurs de Michigan. Le nombre de drops qu'il y a eu où les mecs sont laissés tout seuls et que les receveurs drop, mais c'était catastrophique. J'ai pas compris. Alors quand tu ajoutes à ça en plus un play calling qui était ignoble, le play calling mais horrible, où tu pouvais voir des tentatives de jet sweep et end around alors que tu es en 3ème et 17, 3ème et 14. Tu peux pas t'en sortir, pas contre cette défense de Georgia en fait. Surtout, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Tu parles du jet sweep, surtout quand elle est linebacker de Georgia, quoi. Nakobe Dean, il traverse le terrain pour aller te casser les genoux là, à une vitesse folle. Non, je suis d'accord avec vous. Mais même les DB de Georgia, on sait qu'ils sont rapides et qu'ils peuvent facilement foncer pour aller plaquer, tu vois. Alors là, je m'étais déjà énervé sur le live Twitch. Je vais essayer d'être un petit peu plus tempéré cette fois-ci. Mais c'est vrai que Jim Harbaugh, niveau coaching, je suis désolé. En tout cas, sur ce match, vas-y, je vais pas refaire le mec qui parle de sa carrière, mais sur ce match, c'était nul. Nul. Ryan a expliqué, mais à tous les points, tous les appels de jeu offensifs étaient nuls. Déjà, quand tu sais que tu arrives avec Cade McNamara qui a un peu de mal, tu fais pas ce genre d'appel, mais et tu te tournes forcément vers la course, qui a été ton point fort toute la saison, qui t'a fait battre Ohio State. Pourquoi tu le fais pas maintenant? Alors d'accord, la défense de Georgia attends, excuse-moi Guigui, après tu vas pouvoir parler, mais là il faut que je m'emporte. D'accord, la défense de Georgia a outmatch la O-line de Michigan, clairement, hein, la O-line de Michigan qui habituellement est très bonne. Bon, là cette fois ils se sont fait aplatir, mais c'est pas grave, va vers la course. Alors Harbaugh, des fois il faisait lancer Mike Carty, et parfois il faisait lancer Cade McNamara. Déjà, quand tu n'arrives pas à fixer un quarterback dans un match aussi important, quand tu n'as pas un quarterback numéro 1, comme l'ont Georgia en face, alors que c'est Stetson Bennett, hein, on ne parle pas du quarterback de l'année 2020, 2021, 2022, comment tu comptes t'en sortir? Comment tu comptes mettre en confiance ton quarterback quand il lance une balle et le snap d'après, c'est un autre quarterback? On est où?
Juste les gars, on est en demi-finale. Non, mais on est en demi-finale des playoffs ou pas là? Ou on Non, joue je suis face à, d'accord, je suis on d'accord. joue face à Towson là. Le pire, c'est que tu dis que la O-line de Michigan s'est fait écraser. Mais encore une fois, moi je suis pas spécialement d'accord. Quand tu vois le nombre de yards gagnés par course pour chacun des 3 running backs, entre guillemets, qui ont joué ce match, Parce qu'ils sont ça forts. Et marche. ils Parce jouent que pas les dessus. schémas de bloc, ça marche. Par contre, quand d'un coup tu demandes de changer ce qu'ils ont fait toute la saison et de leur demander de faire surtout de la protect de passe, même s'ils sont bons, est-ce que vous vous souvenez ce que je vous avais dit en live ou même d'ailleurs pendant la preview des balls? La O-line de Michigan est très bonne, mais la différence qu'elle a, comment dire, par rapport à la O-line de Georgia, c'est que c'est des physiques un peu moins impressionnants. Tu vois, la O-line de Georgia, c'est surtout du power football, c'est de la force, de la domination physique. Là où Michigan était très bon, c'est notamment sur ses schémas de bloc, sur le fait que sa O-line soit vachement mobile et soit capable en fait de combo certains joueurs pour ensuite monter au deuxième rideau. Ça, tu peux le faire sur du jeu de course. Sur du jeu de passe, physiquement, tu vas être dominé. Il y a des monstres en face. Il y a des monstres. Tu vois, vous savez que je suis pas genre emballé de fou par un mec comme Jordan Davis, mais le mec, tu le mets en 1 contre 1 sur un schéma de passe, en fait, le mec, il va t'attraper ton O-line, mais il va te le chicoter, tu vois. Tu mets ces mecs-là dans des positions où ils savent qu'ils peuvent être dominants et où ils savent qu'ils vont faire du jeu, tu vois. Moi, je comprends pas cette offense de Michigan, je l'ai pas compris sur ce match. Je pense, Ryan, que ça traduit un petit peu la pression qu'ils ont subie sur le match, sur la semaine, sur le mois. Vous parlez des drops, l'hésitation du play calling, tout ça, c'est symptomatique d'un coach et des joueurs qui ont eu beaucoup de pression, à qui on a peut-être un petit peu trop monté la tête, et à tort d'ailleurs, en leur disant qu'ils étaient capables de battre Georgia. Non pas qu'il ne faut pas être optimiste, hein, je dirais jamais ça, mais pour moi, voilà, c'est la pression qui les a tués. Donc voilà. Mais d'ailleurs, pour revenir sur la défense cette fois-ci de Michigan, on sait qu'on avait une paire quand même de D-end qui sont extrêmement intéressants. Hutchinson et Ojabo. Alors Hutchinson qui est même annoncé, on va encore parler draft, je suis navré, mais Hutchinson qui est annoncé pour être second choix de la draft, voilà, disons-le comme ça. Et Ojabo pour être un premier tour également. Ojabo a rendu une fiche de stats. En fait, il n'en a pas rendu. Voilà. Il y a 0 plaquage, il n'y a rien. Il a été totalement annihilé. Et Hutchinson a déçu. Guigui, je sais pas, tu voulais rebondir dessus? Ouais, non, je voulais juste rebondir mais ça, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le play calling. Je suis d'accord que c'était très clairement pas l'idée du siècle, ou même juste la bonne idée. Mais en fait, je le comprends dans un sens où, en fait, pour moi, Arbo, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ce début de match. Ils ont vite été derrière. Et en fait, je pense qu'il y a eu tout simplement une espèce d'effet de panique. Et cet effet de panique, il te fait faire quoi? Bah, peut-être même, c'est peut-être même pas conscient, tu vois. Mais t'es mené, tu vas jouer à la passe pour, entre guillemets, déjà commencer à préserver le chrono, de garder une chance ou quoi. Vous regardez en général, l'équipe qui mène joue au sol, l'équipe qui est menée joue à la passe. Je dis pas que c'était l'idée du siècle, parce que je ne le crois pas, enfin, j'en suis persuadé que non. Pour moi, ils auraient bien plus de chances de revenir dans ce match en jouant à la course, surtout dans le sens où ils se sont fait mener assez rapidement dans le match. C'est pas comme si en fait ils se retrouvaient milieu de quatrième quart avec 10 points derrière, tu vois. C'est juste que pour moi, en fait, il y a eu un espèce d'effet de panique du putain, on est derrière trop. On est déjà derrière, il va falloir qu'on aille chercher du big play et tout. Et encore une fois, c'est pas la bonne idée. Tes playmakers, ils sont sur tes gros lines qui vont qui vont te bouger des mecs en face et tu laisses à tes 2 stars de ton équipe courir. Parce que les 2 stars de cette équipe, c'est les 2 running. Maintenant, voilà, il y a eu, je sais pas, tu sais, en plus, tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est les images qu'on a vues des joueurs de Michigan qui rentraient sur le terrain pour l'échauffement avec des t-shirts avec marqué Run the damn ball. Genre, en gros, on va vous courir dessus. Pour faire ça derrière, enfin, quand tu es un. Je suis d'accord avec toi, ce qui m'énerve, mais c'est le que quand tu es problème, un c'est coach que vétéran comme Arbo, tu dois savoir à un moment que vas-y, panique pas, mon ref, en fait, parce que si c'est tu ça. paniques, tu vas faire de l'AD.
Et ça, c'est, gros. C'est enfin, quand tu dis que c'est un tu vois, mouvement de je panique, suis entre c'est pas deux normal. trucs où c'est relou. Non, C'est mais je pas sais que c'est pas normal normal. un mec comme Arbo, avec tout son vécu, avec son, son passé NFL, tout ça, et avec le prix que Michigan le paye, je suis désolé, me dire qu'il a paniqué dans un moment comme ça, c'est pas normal. S'il y a bien une personne Totalement. dans tout le coaching staff et même sur le terrain qui doit pas paniquer, c'est lui. Avec tout ce qu'il a, tous les espoirs qu'ont pu avoir les supporters de Michigan, les joueurs de Michigan en lui, en le gardant, en le conservant, en lui donnant, tu sais, limite en disant amen au moment où il est arrivé. Ce mec-là, tu peux pas me dire qu'il a paniqué. Et puis en face, on peut dire ce qu'on veut, mais en Non, face que. Alors, non, on mais ne juste. devrait pas le dire, mais faut le dire, parce que pour moi, c'est le cas. On ne devrait pas avoir à le dire, mais pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et surtout qu'en face, on peut dire ce qu'on veut quand même, mais Kirby Smart, alors ok, il a eu de l'expérience en playoff maintenant, mais fondamentalement sur le football en général, par le passé, C'est pas un il a bon moins. coach. Non, Mais ah non, 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 mais non, 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 mais stop, non, mais mais non, non. non, stop. C'est Mais pas un bon coach. Non, mais je suis désolé. il Pour a moi, pas. c'est pas un coach élite. C'est pas un Non, coach non, mais élite. stop, Guigui, il a pas C'est l'expérience. le même. Enfin, alors, ok, Kirby Smart est déjà allé en playoff. On le sait, il n'y a pas de souci. Mais fondamentalement, au niveau du football et du poste d'head coach, Arbo a beaucoup plus d'expérience que Kirby Smart. Et c'est lui qui arrive avec les chocottes et qui se fait outmatch. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le carbo. On en avait déjà discuté dans des live Twitch et notamment dans un épisode aussi avec Baptiste. On en avait débattu, lui et moi. Mais Gus, excuse-moi, comment toi qu'est-ce que tu as pensé de ces playoffs finalement? Comment tu pourrais conclure un petit peu ces playoffs avant de se diriger vers la finale dans une semaine? Bah, c'est mon avis et il engage que moi, mais ça a encore été des playoffs de merde d'un point de vue. Je vais pas aller sur le fond, mais encore au niveau du score, quoi. Ça fait 12 demi-finales sur 16 de playoffs depuis que les playoffs, depuis que ce système existe, donc en 2014, que les matchs ont été décidés par plus de 17 points. Bah, c'est encore une année où il n'y a pas de suspense et ça pose vraiment la question de la pertinence de ce système et c'est ce qui va inciter, encourager à une réforme qui sera d'ailleurs probablement une expansion. Je vois pas en quoi ça peut être autre chose qu'une expansion, mais voilà. Ces demi-finales participent, vont sonner le glas de ce système qui nous offre des demi-finales qui servent en fait à rien. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc, on aura le droit à une finale nationale la semaine prochaine, dimanche soir prochain, les gars, si je dis pas de bêtises. Non, lundi soir prochain, parce qu'il y a une hérésie d'ailleurs, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans la preview qui sortira bientôt. Donc voilà, restez connectés. Et Augustin, je vais rester connecté avec toi parce qu'on va parler tout de suite du Fiesta Bowl qui voyait Oklahoma State affronter ton équipe, donc Notre-Dame. Et Gus, bon, on a fait un petit teasing, je dirais, en début d'épisode. Vas-y, raconte-nous tout. Bah, c'est très simple. Donc déjà, c'était un The Trick Play Ball entre Baptiste et moi. Baptiste qui est fan d'Oklahoma State et moi de Notre-Dame. Le match s'est déroulé à Glendale dans l'Arizona, dans le stade des Cardinals. Petite anecdote, et ça me permet de taper sur la No Fun League. Ils ont distribué des petits prospectus interdisant aux fans de Notre-Dame de se porter dans les tribunes, chose qui se fait dans quasiment tous les stades du pays. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu aussi un petit peu moins d'ambiance. Et je trouve ça vraiment regrettable. Donc voilà, il fallait que je le dise en préambule. Je vais résumer le match d'une façon très très simple. Il y a eu une première mi-temps et une deuxième mi-temps. La première mi-temps, à sens unique, c'était Notre-Dame. On menait à la fin de cette première mi-temps 28-14, totale domination, une attaque aérienne exceptionnelle, une défense tout aussi bonne. Et Oklahoma State, bah, aux abonnés absents. Et la seconde mi-temps fut exactement l'inverse. Oklahoma State, qui dans le sillage d'un Spencer Sanders, le gobelin, comme l'appelle Ryan, a été en état de grâce. Il a été au four et au moulin. Je vous sors ses stats, 371 yards, 4 touchdowns et 17 courses pour 124 yards. Il nous a totalement charcuté sur la deuxième mi-temps. Et c'est grâce à lui qu'Oklahoma State, avec évidemment la défense après qui nous a éteint, qui nous a permis d'inscrire qu'un seul touchdown, et c'était à 1 minute du terme du match. Voilà, il nous a complètement explosé, grâce notamment aux receveurs Tay Martin et Brennan Presley, voilà, qui nous ont fait manger à eux deux
241 yards et 3 touchdowns. Donc voilà, Oklahoma State remporte ce Fiesta Bowl 37-35. Mike Gundy, le coach des Cowboys, a déclaré que c'était la plus belle victoire de l'histoire d'Oklahoma State. J'irai pas jusque-là parce qu'ils ont quand même fait des beaux matchs ces 15 dernières années. Je pense notamment à un Sugar Bowl face à Ole Miss en 2014. C'est une très belle victoire pour Oklahoma State. Elle vient récompenser une saison qui a été, ma foi, exceptionnelle. On en a parlé en long et en large, mais pendant un grand moment, ils étaient dans les discussions pour aller en playoff. Ils ont rendu une fiche de 12 victoires pour 2 défaites. Ils auront pas mal de joueurs qui seront de retour l'an prochain. Donc voilà, Oklahoma State, c'est une équipe qui, à travers non, c'est pas un exploit, à travers cette victoire qui est méritée. D'ailleurs, les gars, vous l'aviez pronostiqué lors de notre live. C'est une victoire qui vient confirmer leur niveau et qui appelle à d'autres belles années dans le futur. Et ça, ça fait vraiment aucun doute j'ai vraiment aucun doute sur leur capacité à performer sur les prochaines années. Du côté de Notre-Dame, c'est la première défaite de l'ère Marcus Freeman. Bon, on va pas trop tenir rigueur du coaching sur ce match. Il a dû se préparer en 3 semaines. C'est un petit peu compliqué, surtout quand tu joues face à une équipe aussi bien préparée que les Cowboys. Je parle de coaching. Celle-là, elle est drôle. Putain, et ça montre à quel point le football américain a changé en 10 ans. Jack Cohn a lancé 68 passes dans le match. Je me demande quel était le record jusque-là sur les 10 dernières années, mais je suis quasiment certain que ça ne dépassait pas les 50. Bon, il termine avec une très belle fiche de stats, 509 yards, 5 touchdowns. Et Mais il bon. était quand même immobile comme un cône. Ouais, bon, on me l'avait jamais fait de C'est celle-là. Elle long. est originale. Mais justement, tu vois, tu parles des 68 passes tentées par Cohn, mais moi justement ça m'effraie un petit peu pour la suite parce que on sait que Cohn c'est pas non plus le meilleur des quarterbacks de college football. Putain, je sais pas, moi ça serait mon équipe, ça me mettrait pas spécialement dans les meilleures dispositions de savoir que sur un match comme ça C'est son dernier, Ryan, et en face, c'était la meilleure D-line du pays en termes de statistiques. La D-line qui met le plus de plaquages pour perte et de sacs, donc moi je le comprends, surtout qu'on a eu beaucoup de mal cette année avec cette ligne offensive. Le but, c'était de s'extraire du jeu à la course, de refuser le jeu à la course. Et franchement, ça ne me pose pas tant de soucis parce que dès qu'on a essayé un petit peu de courir, et ben on mangeait des sales plaquages. C'est pas pour rien qu'on n'a pas couru d'ailleurs. En tout, on doit être à 40 yards gagnés. C'est ridicule. Donc voilà, j'en tiens pas rigueur. Ouais, d'accord, c'est ridicule, mais après tu sais c'est comment aussi le football. Le problème c'est quand t'orientant autant vers un jeu à la passe, tu facilites le travail de la défense de Oklahoma State, qui est déjà une bonne défense en soi, tu vois. Qui a su faire, qui évidemment sur cette première mi-temps a été complètement dépassé par notre attaque aérienne, mais qui à la mi-temps a su faire les ajustements pour nous shut down de ce côté-là du terrain. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas marqué, effectivement. Ouais, je sais pas, moi je te dis, c'est un truc que je regarderai pour le futur au niveau du coaching de Freeman, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui, pour un premier match en carrière, aurait tendance justement à me. Il a fait son choix, tu vois. Ça a pas marché, d'accord. Mais c'est un truc que, par exemple, moi, je vais continuer de regarder sur la suite de sa carrière. On passe à la suite. 68 passes tentées. On passe à la suite après, mais Freeman, il a eu 3 semaines pour se préparer à ce match. Il n'a pas eu toute une intersaison, tout un printemps pour s'y préparer. Donc voilà, je pense qu'il faut pas prendre compte de ce qui s'est passé parce que ça n'aurait pas de sens. On va voir ce que ça va donner sur les 6 prochains mois. Et c'est certain qu'avec la O-line qu'on aura, je rappelle que nos 2 true freshmen ont été excellents sur ce match. Ils ont encaissé que 2 sacs sur 68 situations de pass protection. Ça veut dire que l'an prochain, on risque d'être vraiment bon à ce niveau-là. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous donnera. Ça sera le 4 septembre 2022 face à Ohio State. Voilà, petit teasing 6 mois à l'avance. Enfin, 6 mois même. 6 mois. C'est clair que ça pourrait être sympa de retrouver Notre-Dame avec une O-line performante parce que il y a quand même des choses où j'aime beaucoup vanner, que ce soit vos équipes, les gars, ou les équipes en règle générale. Mais honnêtement, comment ça fait mal au cœur de voir Notre-Dame sans O-line. Enfin, cette saison, la O-line de Notre-Dame a vraiment été, je trouve, en dessous de ses standards. Et c'est pas quelque chose qu'on veut voir dans le college football. Dans le college football, il y a des trucs qui ne bougent pas. Il
il y a Saban qui gagne, il y a Notre-Dame qui a une O-line, et il y a Miami qui envoie des mecs en prison. Il est 3 choses où on ne bouge pas. Je Ah, voulais faire la blague les- sur Florida. Je voulais faire Les la blague sur cordonniers sont Florida. les plus mal chaussés. Hein. Non, mais il a J'ai bien fait exprès, anticipé. Il a bien j'ai fait anticipé. exprès. Juste pour finir là-dessus, palmarès de Marcus Freeman, je me fais pister par Ryan, le tracker d'âme. Et deuxième chose, Augustin, un petit félicitations à Baptiste quand même pour cette victoire. Ah bah évidemment, félicitations Baptiste, c'est totalement mérité. Hein. Oh non, Évidemment, j'ai le seum on parce voulait du que, sang, nous. On parce voulait que Bravo. du moi, sang, nous, Auguste. je suis un mec aigri, tu vois. Enfin, Bravo Baptiste. et on est tous aigris ici quand on perd. Mais d'ailleurs, petite anecdote Pas du tout. sur le premier. Les sur murs la- de Ryan Attends. ne disent pas l'inverse. Hein. Elio, sur la première mi-temps, vu qu'on les éclatait, j'ai envoyé aucun message à Baptiste parce que j'avais pas envie de le vanner, c'était trop triste pour lui. Et sur la deuxième mi-temps, il a fait exactement pareil avec moi. Donc voilà, le match, ça a été comme ça. Première mi-temps, seconde mi-temps, on avait chacun de la peine pour l'autre. Non, mais c'est logique parce que Là, vous Baptiste avez vraiment est de sûrement la le plus chance. beau joueur du podcast. Hein. À ce niveau-là, c'est quand même le mec dans le podcast, je pense, qui est le plus soft. Sauf quand c'est Vraiment de la Baylor. chance que c'est les deux mecs les plus gentils du podcast C'est ça. qui se sont joués. Parce que je peux t'assurer que si c'était Ryan, Val ou Elio et moi, on se serait insulté la tronche tout le match. Ah ouais, parce que tu vois, le problème c'est que nous sur notre match, on savait que nos deux équipes puaient la merde, donc nous-mêmes on était stressés, tu vois, on parlait pas, c'était la guerre froide. On aurait eu un score comme ça. L'année dernière, rappelle-toi, l'année dernière, on était en party play ensemble, je peux t'assurer que c'était pas la même salade. Ah, Les ça amis. s'insultait, frère. Les amis, s'il vous plaît, après ces beaux moments pour parler de langage fleuri, on passe cette fois à un ball fleuri. Soyez Ah, drôle. alors là, franchement, pas mal, Elio. Bravo. Pas mal, Vas-y, sors, pas mal. sors, Le FC Transition en sueur. Transition en sueur. Le Rose Bowl du côté de Pasadena, Californie, qui voyait Utah affronter Ohio State. Alors, avant même d'annoncer quoi que ce soit, et ensuite je vais laisser la parole à Gius et Guigui, c'était le plus beau bowl de l'année. C'était probablement un des plus beaux Rose Bowl de l'histoire. Et c'était probablement, là j'irai plus loin, un des plus beaux bowls de l'histoire. Je le fous. Quelqu'un veut commencer? Vas-y, Guillaume, dis-moi ce que tu veux faire. Pour le coup, comme tu préfères, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce match que. Je sais pas par où Je vais te commencer. laisser faire Moi je vous coupe la parole à tous les deux. On commence avec CJ Stroud qui est incroyable. Voilà. Ça, on en parlera après, c'est des Ouais. performances de On joueurs. va d'abord M'en faire fous, il est incroyable. on va d'abord faire le fil du match. Donc, si tu veux y aller, Gus, C'est quoi? On fait première et seconde mi-temps, ça te va? allez, ça part. Première mi-temps, Utah, incroyable. 14-0 à la fin du premier quart-temps. Cameron Rising qui envoie Britain Covey pour son dernier match dans la end zone. Et Micah Bernard qui nous a gratifié d'une réception magnifique. Je vous invite à aller voir le résumé. Alors là, pour le coup, je vous en demande pas beaucoup, mais si vous pouvez aller voir le résumé de ce match, allez-y, quoi. C'est vraiment du. Je ne saurais même pas quoi dire, quoi. C'était un plaisir. Non, elle n'allait pas voir le résumé. Trouvez le match en entier. Ouais, ou le replay, par voilà, pitié. exactement, Ouais, le exactement. replay, par pitié. Second quart-temps, et là, on est passé de 14-0 à 35-21 à la fin du second quart-temps pour Utah. Il y a eu 6 touchdowns en 7 minutes. Quand une équipe marquait, l'autre marquait dans les secondes juste après. Il y a notamment, et là, ça a été magnifique, quoi. Ce retour de kick de Britain Covey, 97 yards, le touchdown le plus long de l'histoire du Rose Bowl. Voilà, encore un record ajouté à ce match. Et juste des joueurs. Avec des Ah, mais juke plays. Wow. Ah, mais il n'y a pas eu une dinguerie comme quoi aussi, genre Stroud a marqué sur 3 passes consécutives, un truc comme ça? Si, c'est complètement possible. Bah, justement, CJ Ouais. Stroud a marqué 3 touchdowns consécutifs, dont un pour Marvin Harrison Jr., le fils de la légende Marvin Harrison. Marvin Harrison Jr., qui est freshman, et ça, on aura le temps d'en parler juste à la fin, il faut absolument qu'on en parle. CJ Stroud a envoyé aussi un touchdown de 50 yards pour Jackson Smith Njigba, et un autre de 52 pour ce même joueur. Et après, sur le dernier touchdown de second quart-temps, tu as Cameron Rising, qui, je rappelle, a remplacé. Ah merde, j'ai oublié comment il s'appelle, là, celui qui fait toutes les facs d'une religion différente aux États-Unis. Charlie Brewer, qui est parti à Liberty et qui était à Baylor. Et il l'a remplacé en milieu d'année. Cameron Rising, c'était un transfert de Texas.
et il a sorti un touchdown à la course de 62 yards, mais incroyable. Il se fait rentrer dedans par les monstres que sont Jack Sawyer et JT Tumolao. Une course, frère. On a tous crié devant notre télé, on a Non, tous mais crié. c'est incroyable, incroyable. Et voilà, le match, la première mi-temps s'est terminée comme ça à 35-21. Guigui, c'est à toi. Bah, derrière, après ce carton-là, comment tu veux enchaîner, j'ai envie de te dire. Donc forcément, c'est moins spectaculaire en termes de score, on va dire. Mais je crois que c'est leur premier drive de la deuxième mi-temps. On a encore un TD de Marvin Harrison. Donc à ce moment-là, c'était son deuxième seulement, entre guillemets seulement. Ça s'est changé des field goals. Donc on arrive à fin de troisième quart, début de quatrième avec 38-31 pour Utah encore. Donc Ohio State qui se rapprochait encore une fois, mais qui était toujours derrière. Et derrière, on a eu une fin de match complètement folle avec dans le quatrième quart-temps, dans les 5 premières minutes, on a un TD de Marvin Harrison, encore lui, donc pour son troisième du match. Et derrière, dans les 5 dernières minutes, donc là on revenait à 38 partout. Dans les 5 dernières minutes, on a un TD de Jackson Smith-Njigba pour Ohio State. En dessous des 2 minutes, on a un TD pour Utah qui égalise à 45 partout de Dalton Kincaid sur une passe de Bryson Barnes d'ailleurs. Parce que Cameron Rising s'est blessé à un moment. Ça fait d'ailleurs un petit peu peur parce qu'il a eu non, c'était pas des convulsions, mais bon, quoi, il y a le bras qui a. On pensait que c'était une commo qui était plus qu'une commo, quoi. Ouais, le bras qui bougeait tout seul. En vrai, il a pris un KO. Il a pris un KO. Son corps s'est réduit, un petit peu comme on peut le voir dans les sports de combat. Il a pris un bon gros KO et donc on a eu un petit peu peur. Et donc du coup, on arrive à 45 partout avec moins de 2 minutes. Et là, Ohio State qui sort le drive qu'il faut, qui se rapproche inexorablement de la end zone et qui met ce field goal à 9 secondes de la fin de la part de Noah Ruggles pour sceller le match. Alors d'ailleurs, je vais en parler vraiment vite fait parce que ceux qui me connaissent dans le foot savent que je suis un cafard et que c'est un truc que j'aurais pu faire absolument pu faire. Mais le field goal passe. Tu as un joueur de Utah qui se jette pour essayer de contrer le field goal, qui le contre pas. Et tu as le kicker de Ohio State qui regarde le joueur au sol et qui fait un petit signe de la main en mode ciao, bonne nuit. Je sais pas quoi en penser parce qu'en fait. Clairement, bye. C'est ça, exactement ça. Ça papaya à Rufus Elem. Et non, mais en vrai, tu vois, genre, c'est des gamins, forcément, ça trash talk, forcément, ça a dû parler pendant tout le match. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai mon petit côté romantique, on va dire. Je trouve ça dommage que la dernière image qu'on a de ce match, c'est ce petit truc-là. Ça n'enlève rien du tout au match qui a été complètement fou, complètement incroyable, complètement tout ce que vous voulez. Honnêtement, j'ai pas de mots parce que des deux côtés, c'était fou. T'as Cameron Rising qui finit à 17 sur 22, 214 yards de TD, qui enchaîne 92 yards à la course pour un autre TD. De l'autre côté, t'as Ryan là, qui a crié son nom en début d'intervention sur ce match. Mais CJ Stroud, encore mon frère, 37 sur 46, 573 yards, frère. Il a fait 5 fois 3 quarts, tout le terrain à la passe. Il envoie 6 TD, une inter. Vas-y, on va en parler maintenant, mais leurs deux receveurs, là, les deux, ils sont trop freshman. Les deux, ils sont encore en couche, mon frère. T'en as un qui fait 15 réceptions, 347 yards. Il y a des QB qui rêvent de faire 347 yards. C'est le record du Rose Bowl, c'est le record de tous les bowls. C'est une des plus grosses performances de l'histoire, faut s'en rendre compte. Mais très clairement, il le fait à 19 ans. Juste pour le kiff, il fait 3 TD. Marvin Harrison Jr. qui fait eh oh les copains, moi aussi je suis là. Forcément, derrière ça, tu vois une fiche à 6 réceptions, 71 yards. Tu dis bon, petit match, 3 TD, mon frère. T'as 18 ans, t'as encore la tétine à la bouche. Genre, à un moment, il y a Julian Fleming aussi, on avait parlé dans la preview, qui fait 5 catchs pour 35 yards, dont un magnifique. Hein, on va pas se mentir, il y a un catch qui est magnifique. Je ne me rappelle plus à quel moment il est dans le match, mais il fait un catch magnifique. Genre, tous ces mecs-là ont moins de 19 ans, ont 19 ans au moins.
Donc en fait, CJ Stroud, c'est quoi? C'est un sophomore? Ouais. Non, mais c'est déjà la Oui, c'est un meilleure, sophomore, oui. la meilleure escouade de receveurs l'an prochain. Mais c'est la meilleure attaque aérienne des 2 prochaines années, en fait, dès maintenant. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui sort, peu importe, je veux rien savoir. Sors-moi une équipe, non. Une autre équipe, non. C'est ce qu'on avait parlé pendant la preview, de savoir comment, principalement, on a mis un petit peu de temps sur Jackson Smith-Njigba, mais comment ça allait se passer, sa transition de, entre guillemets, receveur numéro 3 à receveur numéro 1. Et ben, ah bon, on se demande comment ça va se passer. Ah ben moi, je vais vous dire très humblement, très gentiment, que je vais lâcher la meilleure performance d'un receveur dans l'histoire du Rose Bowl. Le Rose Bowl, il n'a pas 5 ans, hein, pour vous. C'est juste l'historien du groupe. Mais il y a quelques années de Rose Bowl avant lui. Alors, ça n'a pas toujours été le 108 football ans. qui est aujourd'hui. 108 Voilà, ans de 108 Rose ans, Bowl. merci. Le premier, 1902. Voilà, je voulais pas dire pas dire d'erreur, donc je te laisse là. Mais c'est incroyable ce qu'on vient de vivre, en fait. Genre, j'ai même, genre, j'en perds mes mots. Je pourrais en parler pendant 1000 ans de ce match et de cette attaque aérienne de Ohio State, tellement c'est impressionnant, tellement c'est beau, c'est fluide, enfin, allez-y, parce que je m'arrêterai pas. On va faire 3 heures de podcast et ça va pas être je vais me faire engueuler par Elio et juste derrière. Mais c'était juste incroyable, en fait. C'est juste incroyable ce qu'on a vu. Et Gus, t'as un petit mot à dire quand même sur le comptable Britain Covey. Ouais, non, j'en ai pas. Pourquoi j'en aurais un? Parce que le mec, c'est quand même le triplé. Une réception en touchdown, un touchdown return de 97 yards, vous en avez parlé hein, dans le résumé du match, et un touchdown à la course avec la dégaine de, comment il s'appelle dans The Big Bang Theory, de Sheldon de The Big Bang Theory. Non mais c'est vrai. Non C'est mais, vrai, en plus, il y a non, un mais air. c'est C'est vrai. vrai qu'il y a un air. Fantastique. 100% Utah, tu devrais aimer ça, Gus, normalement. J'aime pas le Utah, moi. Oui, Enfin, d'accord. si, les montagnes, mais. Voilà, non, Et, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Je t'ai pas parlé de BYO. Hein. et pour la petite histoire, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le match d'ouverture de la saison prochaine pour Utah, et donc très certainement de Cameron Rising, c'est contre Mediators de Floride. Et ça, il y a moyen que ce soit un beau match aussi. C'est Parce vrai. ils ont énormément de joueurs qui reviennent, si je dis pas de bêtises. Donc ça augure de très belles choses pour Utah l'année prochaine. Ça augure aussi pas mal de problèmes pour nos 2 copains de l'Oregon, là. Hein. Parce que je pense que très clairement, entre Utah et entre USC, là, qui va arriver avec moult et moult 5 étoiles et 4 étoiles avec Lincoln Riley, je pense qu'il y a moyen que le niveau de la Pac-12 passe un petit cap. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu la vanne de ces dernières saisons. Avant c'était la SEC. Ça commence gentiment à partir un peu à l'ouest, du côté des montagnes et des grandes forêts. Mais va pas falloir non plus dormir trop longtemps sur la Pac-12, je pense, parce que ça peut devenir assez vite et ouais, très vite costaud. Voilà, ça que je voulais dire. Très bien. Eh bien, en tout cas, le jour où vous aurez l'occasion de voir le replay de ce match, ou en tout cas, même Allez-y les, vite. Voilà, même les highlights, juste les highlights, ça vous prendra déjà pas mal de temps. Mais le Et je peux highlight, c'est dire- le replay du match, en fait. Je peux dire un truc vite fait? Non. Une ball prediction. Moi, je t'autorise. Méfiez-vous du record de l'attaque de LSU de 2019 l'an prochain avec Ohio State. Oui, il y a moyen, possible. Après, c'est toujours pareil parce qu'en Big Ten, ça défend fort. Non, mais Donc, voilà, on verra. ça défend fort et ça joue beaucoup à la course, donc ça te bouffe du chrono. Ça, faut pas l'oublier aussi qu'en SEC, ça joue énormément à la passe sur l'année de Burroughs, de la part de Burroughs, mais de la part des équipes qui jouent aussi en face. Donc ça, Voilà, ça peut être. c'était pour souligner le fait que ça pourrait Ouais. être une des plus belles Ah oui, attaques non, de mais toute c'est clair. l'histoire. Parce Non, que, mais attends, ça, par contre, très elle clairement. il y a aussi le running back true freshman Trevion Anderson. Hein. Ah non, mais c'est Donc, pour ça, mais dans mais 4 c'est ans, incroyable. Rien que d'en quand parler, tout ce c'est. petit monde, dans 4 ans, quand tout ce petit monde sera parti en NFL, là, on est en train de tous péter les plombs sur Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, Joe Burrow, et à moindre mesure, je sais que Ryan en pète des plombs chaque dimanche, mais du copain Marshall qui est en Caroline, là, et qui est sous-utilisé à en Vas-y. crever. Désolé de parler des choses qui fâchent. On est en train de tous péter les plombs en disant c'est incroyable ce qu'on voit, c'est incroyable ce qu'on voit. Venez, on attend genre 2-3 ans, quand Olave, Wilson, Smith Njigba,
Marvin Harrison, Flemings, Stroud et Henderson seront partis en NFL, je pense pour moi, on sera dans les mêmes créneaux, dans les mêmes temps de passage. S'il se passe rien, et encore une fois, je leur souhaite, on peut vite se stopper et dire ah oui quand même. Très bien, on passe au dernier bowl à vous présenter. C'était le tout dernier d'ailleurs de la soirée. Voilà, en pleine nuit. Seul Ryan, peut-être Guillaume, mais seul Ryan en tout Ah non, cas. moi j'étais à 12 grammes, mon frère. Seul Ryan a réussi à le terminer. C'était le Sugar Bowl en même temps que Day One. Baylor affrontait Ole Miss du côté de la Nouvelle-Orléans et du Superdome. Alors bien entendu, je pense que pour la plupart vous le Les doubles écrans savez. effrayants. Si vous ne le savez pas, Valentin d'Ole Miss France était au stade, bien évidemment, et pas que. Mais en tout cas, voilà, il a passé le week-end du côté de la Nouvelle-Orléans, malgré ce qui s'est passé, la défaite d'Ole Miss, 21-7 pour Baylor. Alors, un match qui a Outre la démarré défaite, avec c'est même pas tant ça le plus gros truc. un match qui a démarré avec quand même quelques frayeurs et je vais quand même laisser Ryan Balayette, ça fait un petit moment qu'on l'entend pas lui aussi, nous en parler et puis Guigui, tu vas pouvoir le rejoindre. Déjà pour commencer, c'est un match qui contraste énormément avec le Rose Bowl dont on vient de parler. C'est-à-dire que le Rose Bowl c'était un festival offensif, tous les mecs qui kiffent l'attaque, vous pouvez vous lancer tout le match comme vous l'a répété Guillaume. Le Sugar Bowl c'est l'inverse. C'est s'il y a des mecs qui nous écoutent, des meufs qui nous écoutent, qui adorent tout ce qui est défense, schéma défensif, bah mettez le Sugar Bowl et pareil, regardez tout le match en fait. C'est moins beau peut-être pour un néophyte à voir, mais quel kiff j'ai pris sur ce match. J'ai pris un kiff monumental. Deux grosses défenses. Ça a joué, mais jusqu'à la fin du match, c'était tendu. Malheureusement, comme le disait Elio, assez rapidement dans le match, on perd un des facteurs X de ce match, qui est donc Matt Corral. Matt Corral qui se blesse, rien de grave, une petite entorse, on l'a su après le match, mais voilà, sur le moment, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de voir un joueur comme lui sortir. Surtout que derrière, il revient en béquille sur la sideline pour encourager ses potes, des larmes aux yeux et tout. Franchement, c'est des images qui m'ont fait de la peine personnellement. Et ça te change la physionomie d'un match parce que faut pas oublier que Matt Corral, il faisait partie des Iceman Contender toute la saison. Un mec de ce talent-là, ça peut changer beaucoup de choses dans un match, même s'il avait mal commencé. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que deuxième ou troisième play du match, il se fait intercepter, une sale interception. Il faisait un début de match un petit peu compliqué. Mais en même temps, quelle défense impressionnante, magique même de Baylor. On attend, je crois, avant que la situation se débloque, on attend le deuxième quart-temps pour voir les premiers points inscrits. Et donc c'est Baylor qui marque en premier. Et c'est la défense de Baylor qui marque sur une interception retournée en touchdown de leur cornerback Al Walcott. Et ça a été en fait... ils ont dessiné un petit peu ce que serait la suite du match. Parce que l'offense de Baylor est, je pense, au moins aussi mauvaise que la défense n'est bonne. C'est cette attaque, mais je sais pas si... Pareil, on reste sur le même schéma que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le premier match avec Guillaume, si tu veux parler un petit peu de cette offense, mais... C'est mauvais. Juste pour préciser quand même sur l'offense, c'était le retour de Jerry Bohannon, le quarterback, qui n'avait pas joué depuis un bon moment, depuis plus d'un mois il me semble, ou peut-être un peu plus pour blessure, et revient pour ce match, et on a vu qu'il était très 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 juste. Que ce soit physiquement, que ce soit surtout, c'était pas terrible. C'est clair, vraiment très très juste. Et le problème c'est que, pareil, j'ai tendance à le répéter assez souvent, mais... Il y a des fois des play calling offensifs que je comprends pas spécialement. C'est-à-dire que là, tu voyais que ton attaque aérienne, mais elle était horrible. Bohannon qui arrivait à rien. Il fait, je crois, 7 passes complétées sur le match. À côté de ça, t'as un Abraham Smith que personnellement j'ai trouvé vraiment bon. Qui arrivait vraiment à trouver les trous dans cette défense solide d'Ole Miss. Et ça se confirme sur sa fiche finale puisqu'il est quand même à 172 yards sur le match. Le problème, c'est qu'il est à 172 yards pour 25 portées. Donc, encore une fois, je comprends pas. Tu sais que tu as ton QB qui est en galère.
t'as ton running game qui marche, vas-y, hésite pas, genre continue, tu vois. Parce que vraiment, cette attaque de Baylor était mauvaise, mais vraiment mauvaise. Et je sais que la défense d'Ole Miss est pas dégueu, mais il y a un moment, bordel, tu sais, faut aussi se sortir les doigts. Tu joues un ball game, c'est ton dernier match de l'année. Vas-y, parce que le match était serré jusqu'à la fin du match. Hein. Le score final 21-7, ça s'est joué jusqu'à la fin. Hein. Ole Miss aurait pu retourner la situation, tu vois. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a pas grand chose à dire du coup sur Altmaier, donc le remplaçant de Matt Corral. Il se retrouve à remplacer au pied levé la star du programme. D'ailleurs, je l'ai trouvé pas si dégueu que ça, mais bon, voilà, des petites erreurs. Il finit avec un TD, 2 inters. On a Snoop Connor qui a fait un match solide. Moi, perso, c'est un running back que j'aime bien, mais voilà, la défense de Baylor, c'est trop fort. La O-line d'Ole Miss s'est fait manger tout le match. C'est les schémas défensifs de Baylor avec cette pression qui peut venir de partout, les joueurs qui la composent, c'est trop fort, trop fort. Après, Lane Kiffin a essayé de faire ce qu'il pouvait sans Matt Corral. Il a fait, lui, pour le coup, l'inverse de ce que je dis souvent, c'est-à-dire que lui, sur le match, a fait 54 tentatives de course sur ses différents running backs pour 138 yards. Ça fait une moyenne de 2,6 yards par course. C'est très en deçà de ce qui est capable de faire cette offense. Mais voilà, c'est la perte de Matt Corral a fait vraiment mal, je pense, à cette attaque d'Ole Miss. Mais Je pense d'ailleurs que ça sera compliqué l'an prochain parce que tu n'auras pas Corral, tu n'auras pas d'Ontario Drummond qui s'est d'ailleurs déclaré à la draft et ni Jerrion Healy, le running back qui est aussi parti. ouais, mais bon, après, tu vois, tu auras toute l'off-season pour changer un petit Donc peu ton oui, playbook, pour préparer tes évidemment, gars. mais je pense pas. Tu sais, Ole Miss, ça reste comme un programme de. Et je le dis, c'est pas du tout une critique, ça reste un programme de seconde zone en sec. Et tu te renouvelles pas comme des équipes comme Bama, Ah non, sur ça, je suis Georgia ou d'accord. Texas A&M peuvent le faire. Et le truc, c'est que ça va être comme en 2015, l'année où ils avaient battu Bama. Ben, ils auront 2, 3, voire 4 ans compliqués avant de peut-être revenir. Ce qui Ah, je est, sais voilà. pas, 3-4 ans, je sais Non, pas, mais peut-être. c'est juste pour donner un exemple. Après, je l'applique Ouais, pas ouais, ouais. forcément au cas d'espèce, mais voilà, c'est pour dire que Ole Miss a sorti une saison exceptionnelle cette année. Tu l'as dit, bilan de 10-3, avec des belles victoires. On s'y attendait un petit peu parce que c'est une équipe qui avait beaucoup de hype et qui a répondu à la hype. Donc ça, déjà, c'est pas mal quand on voit certaines équipes. Hein, je pense notamment à Iowa State. Ah, mais sur ça, je suis d'accord. D'ailleurs, j'en profite que tu m'aies tendu le bâton un petit peu sur les personnes qui se sont déclarées à la draft parce que je reviens encore et toujours hein, sur cette défense de Baylor, mais il y a du prospect. Pour les gens qui aiment bien regarder des jeunes joueurs juste avant la draft et regarder un petit peu, il y a des vrais prospects à aller chercher dans cette défense de Baylor. Des mecs qui en NFL vont avoir, je pense, des belles carrières. La défense de Baylor sur ce match, juste comme ça, hein, c'est 10 sacs, 9 plaquages pour perte, 7 passes défendues et 3 interceptions, dont une retournée en TD. Voilà, je pense que ça vous donne déjà un petit ordre d'idée. On a qui? On a Terrell Bernard, le linebacker, si je dis pas de bêtises, de Baylor, qui a 17 plaquages, 2 sacs, 2 plaquages pour perte, une passe défendue. Pareil, remettez un petit peu en contexte avec ce qu'a fait tout à l'heure Nakobe Dean et vous verrez qu'on est quand même sur des standards bien sympathiques. Et mes coups de cœur du match, JT Woods, un vrai joueur de foot, 4 plaquages, 2 interceptions, une passe défendue. Mais surtout, vous vous dites peut-être que 4 plaquages, c'est pas beaucoup pour un safety. Mais ces 4 plaquages, ils sont clutch, ils arrivent au bon moment. Ils font mal à l'adversaire parce qu'il est très dur au plaquage. Très souvent, c'est des grosses boîtes comme on les aime. Mais dans les règles, pas de tête en avant, pas de javelot, tout le temps en train de gueuler, en train de mettre le feu dans cette défense, de vraiment ce rôle d'energizer. Et Siaki Ika, pareil, un joueur qu'on voit pas spécialement énormément sur les feuilles de stats, mais pour moi, il a eu un rôle vraiment prépondérant dans cette défense de Baylor. Ika, c'est un ancien joueur de LSU qui manquait peut-être un petit peu de talent pour se faire une place dans l'armada qu'on avait sur notre ligne défensive. C'est un gros nose tackle bien balèze. Pareil, c'est le genre de mec qu'on voit pas dans les stats parce qu'il te fait pas des matchs à 10 plaquages ou 3 4 sacs. Mais quand tu joues une défense schéma 30 comme le fait Baylor, c'est peut-être la pièce la plus importante de ta défense parce que c'est un mec qui tout le match va être soit en double team, soit même parfois en triple team et ne doit pas se faire enfoncer parce que sinon
L'offense d'en face va juste courir tout le match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une moyenne de 2,6 yards par course pour Ole Miss sur ce match. C'est, je pense, un des artisans de la très belle saison pour la défense de Baylor. Sur ce, messieurs, belle victoire de Baylor donc pour conclure la saison. On n'a pas parlé du coach Dave Aranda quand même, mais faut le dire, alors c'est comme un petit peu la Le coach victoire. has no face. C'est comme un petit peu la victoire de la finale de Big 12 face au Oklahoma State. Oklahoma State. On avait vu Dave Aranda très froid qui célébrait pas, même, même la dernière action qui était assez incroyable. Et ben là, ça a été pareil. Aucune célébration, rien, le visage figé. Ces joueurs qui lui jettent ces joueurs qui lui jettent le seau de Gatorade sur la tête, ça change rien. Assez marrant à voir. Valentin, il aurait aimé ce saut de Gatorade là, dans la gueule. Ah bah ça, oui. Ça, c'est clair. En tout cas, messieurs, merci pour tout. Merci de nous avoir suivis. Messieurs, mesdames, hein, enfin, quand je dis messieurs, je parle à mes interlocuteurs avec qui je suis actuellement, mais bien sûr à tous les auditeurs. Merci de nous avoir suivis également. Merci pour cette année 2021 surtout. Merci pour cette année 2021, pour ces chiffres qu'on vous disait en début d'épisode. Encore une fois, manifestez-vous. Hein, si vous venez d'un autre pays que la France, manifestez-vous. On veut en savoir plus sur vous. Ça nous intrigue. On vous fait des gros bisous. Quoi? cherche pas. L'écoute pas, passe, fais comme si tu n'avais rien entendu. On vous remercie de nous avoir écoutés. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Merci encore une fois pour l'année 2021. Merci pour tout. Très bonne année à tout le monde. Et puis, on se retrouve très vite pour la preview de cette finale. Alabama-Georgia, ça risque de saigner. Gros bisous tout le monde. Ciao, à la prochaine. Ciao à tous.